Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Eh bien, chers amis, bonsoir et merci de votre présence pour écouter nos collègues présenter et discuter de l'ouvrage La parcelle dans tous ses états. Nous avons avec nous les deux directrices de la publication, Florence Bourillon, qui est professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil, ainsi que Corinne Jacquan, notre collègue maître S de conférence à l'école d'architecture Paris-Belleville, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Elles seront challengées par David Albrecht, qui est maître de conférence associé à l'école d'architecture Paris-Belleville et qui, l'année prochaine, nous rejoindra en tant que maître de conférence titulaire et qui est diplômé de l'école HEC et de l'école des hautes études en sciences sociales également. Et je leur laisse la parole et je suis très heureux de pouvoir les accueillir ce soir à l'IPROS, où je suis encore le directeur pour quelques jours. Merci. Je laisse la parole à Florence. Merci beaucoup de ton accueil et merci donc de nous permettre ce soir de présenter ce livre à l'IPROS. Le livre a mis quelque temps à arriver à parution, le Covid, tout ça, grâce au soutien de la Communieu Paris-Est et de son accord avec l'EPUR, au LabEx Futur Urbain et à nos labos, donc l'IPROS, le CREC, ACPI. Merci également à Stéphane Roel qui nous a peut-être rejoint pour la relecture des épreuves avant leur renvoi au PUR. J'évoquerai pour commencer les objectifs de la recherche et tout d'abord la définition de la parcelle. Selon le dictionnaire historique de la langue française, la parcelle se décline en éléments constitutifs d'un ensemble plus vaste, c'est la petite partie d'un tout. Elle correspond à la projection au sol d'un rapport de propriété légal ou coutumier et suivant le système de la propriété en vigueur, propriété féodale, main morte, capitaliste, collectif ou mixte, elle peut faire l'objet d'échanges, de transmissions, de revente, de contrats de bail, de remembrement ou servir de base à l'imposition. Kanzen, initiateur des méthodes d'analyse de morphologie urbaine, et vous connaissez donc sa thèse, enfin plutôt ses travaux sur Alnwick, publié en 1960, définit la parcelle comme le plot, ce qui correspond bien à la traduction du mot parcelle, et plus largement, je le dis en français, une portion de terrain représentant une unité d'usage définie par ses limites au sol. Il évoque aussi le terme de relique commune ou de common artefact. Aussi, interroger la parcelle, c'est revenir sur le système foncier à l'origine de son existence, résultant de la conjonction entre le système de propriété, la capacité d'investissement immobilier, les contraintes topographiques, les techniques agraires ou de construction et les usages sociaux et sociétaux du temps, voire les contraintes fiscales et réglementaires qu'il induit. Aussi, nous l'avons pris comme un objet diachronique s'inscrivant sur le temps long, quelles que soient les périodes concernées, qui renvoie aux usages du sol, y compris dans les projets urbains très contemporains,
et concerne aussi bien la morphogenèse des territoires que la vie urbaine dans ses aspects socio-économiques et de pratiques culturelles. Son propos se situe donc au cœur d'approches pluridisciplinaires, la géographie, l'architecture, l'urbanisme, l'histoire, le droit et l'économie. Notre propos a été de croiser sur la parcelle les approches historiques venant des sciences sociales, de l'architecture, de l'urbanisme, et de ne pas seulement se contenter d'emprunter à l'un ou l'autre champ un concept, mais d'échanger simultanément sur le même objet. L'incitation est venue des renouvellements ici et là de l'histoire urbaine depuis presque un demi-siècle maintenant, et de l'invitation du GT, Usage de l'histoire et devenir urbain, du LABEX du futur urbain, qui a trouvé accueil et soutien dans cette maison, réunion dans la salle vitrée à l'étage du dessous, et aussi aide à l'organisation des journées d'études et aide à la publication. Sans faire un bilan historiographique complet de la question, il est difficile de ne pas évoquer, au-delà de Gonzen, dans les années 60, les travaux de Saverio Muratori sur le parcellaire vénitien et romain dans une vision patrimoniale. Et dans les années 70, l'œuvre considérable d'André Chastel, Françoise Boudon et Françoise Hamon sur la reconstitution historique du parcellaire du quartier des Halles, à l'époque de son bouleversement, vous vous rappelez, 1977, Système de l'architecture urbaine, ou encore l'ouvrage qui s'est imposé dans les écoles d'architecture et ailleurs, de Jean Castex, Jean-Charles de Gaulle et Philippe Paneret, Formes urbaines de l'îlot à la barre. C'est aussi pour comprendre la formation de la ville, la démarche régressive ou généalogique subie par Marcel Roncaillolo dans ses travaux sur Marseille, reconnaissant sa dette à l'égard de son maître, Roger Dion, à propos des campagnes et des villes des bords de Loire. Ainsi, de nombreuses études sur la formation de la ville au XIXe siècle, outre la publication de François Loyer, L'immeuble et la rue, la mise en valeur du parcellaire ancien et souvent rural dans les formes urbaines de la ville moderne. Et je ne rappellerai ici que les travaux qui ont été soutenus dans cette maison, la thèse d'Aminal Selali, celle d'Annie Terrade, ou ceux dont on trouve les échos dans le livre, en particulier les travaux sur Bordeaux, mais d'autres travaux ont été également faits sur Lyon ou sur Rouen. Enfin, dans les années 2000, la parcelle a aussi été analysée pour sa signification fiscale et comme base de prélèvement par la puissance publique selon des modalités qui ont varié dans le temps et dans l'espace. Et tout récemment, vous connaissez bien les enjeux des SIG qui permettent d'explorer à partir de la parcelle et de constituer donc une restitution historique, urbaine et patrimoniale. En ce sens, il s'est agi pour nous tout d'abord de mener un travail d'identification de la parcelle en termes d'usage, on l'a vu, d'inscription spatiale au sol en relation avec les formes urbaines, les rues, le bâti, les lotissements, mais aussi comme support de valeur patrimoniale. Si l'identification juridique de la parcelle au sens moderne de la définition de la propriété de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, repris par le Code civil, libère la parcelle d'un certain nombre de servitudes, elle n'est pas directement abordée, cet aspect-là n'est pas directement abordé dans les contributions. Les études de cas rassemblées ici permettent plutôt d'évoquer aussi les propriétés collectives de voisinage sous l'Ancien Régime que les conditions imposées par les copropriétés contemporaines, dont les macro-lots des réalisations les plus récentes sont l'une des composantes. De même que, peu développées dans les contributions rassemblées ici, sont abordées les obligations collectives induites par la propriété foncière urbaine, fiscale ou d'édilité publique, comme l'impôt foncier, la question du repérage par un numéro sur la rue, l'entretien des trottoirs, qui sont inégalement abordés par les auteurs. En second point, il s'agit d'envisager la parcelle comme enjeu du changement urbain, voire de l'extension, de l'embellissement des villes ou de leur aménagement. Je rappellerai que lorsqu'Haussmann a décidé de mener les travaux de Paris, il a commencé par établir un nouveau service dans la préfecture, le service du plan, et il lui a demandé de faire un plan parcellaire selon une représentation rigoureuse et trigonométrique
destiné à déterminer les conditions des expropriations. Ce service de la préfecture de la Seine est devenu aujourd'hui le service technique de la documentation foncière, donc en principe n'a rien à voir avec le cadastre. C'est en ce sens que sont rappelés aussi ici les aménagements, enfin du moins dans le livre, les aménagements faits à Riga au cours de la période soviétique, dans les projets très contemporains, comme le projet Loi à Bruxelles, ou la rénovation de Berlin post-RDA. C'est aussi les lotissements d'Aix, de Marseille, ou ceux de Corbeil et de la Garenne, où dans une vision plus patrimoniale, la renégociation des espaces publics et privés, avec l'exemple des arcades des 2 places d'Arras, pour permettre l'élargissement des rues dans une démarche de conservation et de classement. Enfin, tout au long du XIXe siècle, la transformation du centre de Bordeaux, que l'on peut lire à partir des relevés cadastraux et du plan parcellaire. Enfin, c'est placer la parcelle dans son historicité, ce qui explique que les interventions s'étendent de l'époque moderne au très contemporain. En ce sens, évoquer les situations extrêmement distinctes d'élaboration, voire d'émergence du parcellaire. Ainsi, l'usage des boutiques et des façades dans la découpe des biens de main morte ou dans les zones à leur marge. Dans la reconstitution dans les villes moyennes ou dans les gros bourgs en situation de régression urbaine, ou dans l'aménagement des villes socialistes ou post-socialistes, comme Berlin ou Riga. Propos auxquels appartiennent également les réflexions sur la place de la parcelle dans le mouvement moderne, telles que l'analyse en creux de la ville sans parcelle, abordée pour la période de l'entre-deux-guerres, la place de l'îlot contre la parcelle, ou à l'inverse, le retour de la parcelle. Certains aspects n'ont pas été abordés dans l'ouvrage, si ce n'est, et on en reparlait il y a 2 minutes, incidemment dans les contributions. D'abord, la valeur économique de la parcelle, qui a fait l'objet de très nombreuses études par les historiens économistes, depuis les travaux pionniers de Maurice Halbach, dans sa thèse complémentaire en 1908, publiée en 1928, sous le titre « La population et le tracé des rues à Paris », et repris ensuite par beaucoup d'autres auteurs, dont Michel Lescure. C'est aussi la signification fiscale de la parcelle. Il ne s'agissait en effet pas pour nous de revenir sur les colloques qui se sont déroulés au ministère des Finances en 2003 et 2005 et sur la publication que je menais avec Nadine Vivier, dont je précise au passage qu'elle est ruraliste, ce qui montre bien l'intérêt de la parcelle dans ces 2 secteurs, sur la mesure cadastrale. Mais de rappeler que l'usage de la parcelle comme assiette d'un revenu fiscal est extrêmement ancien, que ce soit par l'empereur, le seigneur, la ville, le roi ou la République. Ce qui correspond ainsi à Paris au XIXe siècle à la maison, c'est la propriété bâtie, l'entité foncière dans une ville à l'espace contraint, dont le repérage se fait par un numéro sur la voie et qui par conséquent peut se passer de l'image. À l'inverse de la vocation édilitaire qui peut avoir besoin du plan parcellaire, en l'occurrence parisien, et à certains égards celui dans les grandes villes, et c'est les travaux qui portent sur Bordeaux dans le livre. Au total, comme a pu le relever Cédric Ferriel dans la synthèse qu'il a menée des journées à Créteil et dans cette maison, loin de s'appesantir sur l'inertie du parcellaire, qui en soi est un élément important de discussion, et je pense que nous y reviendrons, les intervenants ont relevé la permanence et la malléabilité de la parcelle d'une part, la mise en perspective d'une parcelle instrumentalisée dans les débats sur les projets urbains, évoqués à plusieurs reprises et de tout temps, et évoqués également dans la postface de Philippe Grasset. Ces éléments nous ont conduits à déterminer 3 parties dans le livre, que je ne décrirai pas puisque je vous encourage à le regarder, et nous aurons l'occasion d'en reparler. La plasticité de la parcelle en première partie, la verticalité de la parcelle, ce qui peut paraître paradoxal, mais tel que je viens de l'évoquer, c'est cet aspect contraint de la construction en ville modifie forcément le sens et la signification de la parcelle, et enfin l'effacement et la recomposition. Donc tout élément sur lequel nous allons bien sûr revenir maintenant.
Donc, je passe la parole à Corinne. Eh bien, à la suite de Florence, alors j'ai un propos qui est bien moins structuré, ou qui renvoie moins disons, au résultat du livre. Enfin, je voulais déjà souligner que ce travail en commun, ces 2 journées d'études et puis cette longue mise en édition est vraiment, je pense, un pari réussi, puisque une des premières collaborations entre, disons, un enseignant, enfin, en l'occurrence, ma famille issue des écoles d'architecture, avec le pôle Paris-Est-Créteil. Et c'est d'ailleurs au départ, quand Florence a lancé l'idée de ces journées d'études sur la parcelle, où j'étais à la fois étonnée, presque ravie finalement, que l'on puisse se retrouver sur une thématique de ce genre. Alors, histoire ou pas, enfin, j'ai toujours tendance à considérer les vrais historiens comme Florence et de m'en détacher, de rester relativement humble là-dessus. C'est vrai qu'en école d'architecture, on manipule l'archive écrite, enfin surtout publiée d'ailleurs, la cartographie, mais on n'a pas la patience d'aller voir les actes notariés qui en disent bien plus long sur l'histoire, sur la vie concrète des gens. Alors, une fois ce livre achevé, enfin, je voulais aussi remercier Florence, mais je l'ai déjà fait d'ailleurs, pour avoir accompli une grande part du travail au moment où j'étais en train de travailler sur mon HDR, et d'avoir donc regardé très précisément les dernières lectures. Alors, en tant qu'enseignante ici en école d'architecture, la question un peu lancinante, c'est de se dire, voilà, on a fait le job, on a édité, on a valorisé une collaboration avec l'université, mais finalement, à quoi peut servir ce livre dans une école de projet? Ça reste une question toujours un peu lancinante aussi sur la part de l'histoire. Certains d'entre nous, enfin certaines en tout cas, ont participé à cet appel à essai de Richard Klein sur à quoi sert l'histoire en général en école d'architecture, et on a vu que les gens répondaient avec une très grande passion, en même temps sans avoir forcément de solution ou de réponse définitive. Alors, à quoi ça sert dans une école de projet? D'autant qu'on sait que les écoles d'architecture, c'est un peu un manifeste permanent de l'oubli. Hein, on ne travaille pas sur des sédimentations de savoir. Ne serait-ce qu'ici, Belleville, où la question du parcellaire a été à une époque extrêmement importante. Donc, pour les 50 ans de l'école de Belleville, on a beaucoup mis en avant, ou quasiment mis qu'en avant, la figure de Huette. Et rien ou pratiquement rien pour les autres, les Pinon, les Micheloni, les Fortier, voire les Grandbach aussi, qui peut-être Grandbach a travaillé peut-être à une plus grande échelle que la question du tissu urbain, mais quand même. Et donc la question qui se pose dans une école comme la nôtre, c'est toujours la transversalité sur le projet des savoirs qui sont développés en laboratoire d'architecture. Je déplore souvent une forme d'ignorance mutuelle, courtoise, sans agression, mais d'ignorance tout de même, une forme d'incuriosité. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir comme, j'allais dire, répondant, David Albrecht, qui fait un peu la cheville ouvrière entre différentes équipes, et qui, à ce titre, est vraiment, je pense, quelqu'un qui peut, j'allais dire, mettre un peu d'huile dans les rouages entre la recherche et le projet. Alors, du côté de nos collègues qui enseignent le projet, y compris d'ailleurs le projet de territoire, souvent la parcelle est considérée un peu comme une attitude, une posture passéiste qui renvoie au postmodernisme, à une répétition des formes du passé. Ce qui n'empêche pas que quand on se promène dans les différents studios, on se rend compte qu'il y a une rhétorique de la trace, qui est d'ailleurs souvent partagée par les paysagistes. Trace, la conservation à tout prix d'un parcellaire, souvent par exemple en ce qu'il se rapporte à un passé rural, la parcelle en lanière, qui est un peu une sorte d'objet magique que l'on voit un peu partout. Alors, la relecture de ces contributions va peut-être faire paraître plus cruellement, ou plus crudement, comment dire en anglais, crûment, voilà. En fait, deux postures qui ne sont pas véritablement assumées, mais qui sont entre le projet urbain
de plan masse, et une forme de néo-pittoresque, notamment par exemple qui tendrait à conserver à tout prix les traces d'un parcellaire ancien. Alors, les deux, d'ailleurs, sans interrogation critique. Et je pense qu'une valeur de ce livre en école d'architecture, c'est justement, ou ça serait, de réintroduire une discussion critique sur des situations ou des habitudes à travers l'histoire. Alors, pourquoi c'est important la question de la parcelle en école d'architecture? Parce que c'est de fait, ou ça devrait être de fait, faire partie du savoir-faire. C'est finalement ce qui est interrogé, c'est l'art du découpage, de la réorganisation de la topographie. Et ça, c'est quelque chose que l'on partage avec, en tant qu'objet d'étude, mais aussi action, avec les géographes, avec les paysagistes notamment. Donc, c'est à la fois une science, on voit que dans la littérature, on appelle ça parfois la science ou un art, c'est les deux, et qui, comme on le sait, est laissé dorénavant pratiquement qu'aux géomètres pour la constitution des tissus urbains en mutation. C'est aussi finalement une forme de stratégie de la commercialisation. Et on n'en parle sans doute pas assez en école d'architecture. C'est vraiment qu'est-ce qu'on dessine, comment ça va être introduit dans un marché. Et là, il y a véritablement, je pense, un enjeu pour que les architectes se réapproprient cela de façon importante. Alors, qu'est-ce que c'est que s'intéresser à la parcelle en école d'architecture? Je pense que c'est aussi une attitude qui va vers l'idée de collection. Donc, il faut effectivement que ça repose sur un savoir de situations différentes, très hétérogènes. Donc, reprenons la collection de tissus urbains différents et regardons comment ça se passe. Et alors, j'en profite aussi pour regretter deux articles qui auraient largement contribué aussi à cette collection. Et je crois que les auteurs, alors je déteste le terme autrice, hein, je dis tout de suite, autrice, c'est épouvantable. Donc, on nous impose maintenant, sous prétexte de la féminisation, des mots incroyables. Donc, les auteurs, regrettés auteurs, qui sont donc Catherine Blin, qui a presque rendu un article sur la question du parcellaire à Montréal au moment de l'époque postmoderne, et d'Elisabeth Essayan qui a failli nous rendre aussi quelque chose sur le parcellaire de Moscou, ou l'effacement ou la recomposition du parcellaire sous la Moscou stalinienne. D'autres corpus aussi auraient pu être sollicités. Ça pourrait être peut-être le cas plus tard, notamment de la part de nos collègues qui travaillent sur la ville informelle, la ville précaire informelle, enfin il y a toutes sortes de noms, mais qui, comme on le sait aussi, souvent ne sont pas du tout, même s'il y a de l'autoconstruction, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de parcellaire, et loin de là, avec des règles écrites ou pas. Alors, tout ça, ces collections, quand on les met sans forcément les ranger, on se rend compte qu'il y a des sortes de standards à travers l'histoire. Je pense souvent au cas de l'îlot en longueur, du plan des commissaires de New York, qui en fait se réfère presque dans les mêmes dimensions à certaines formes de villes grecques, de l'époque antique, avec aussi ce système en longueur. Et voilà. Alors, la question du parcellaire, c'est aussi pour nos étudiants en général un outil de lecture qui en soi a sa valeur. Le livre de Boudon, Un monde des années 70 sur les Alpes, pour moi, quand j'étais toute petite, ça m'a beaucoup instruite. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'en regardant un plan sans savoir d'où pousser, eh ben, on se rend compte que quand le parcellaire est serré, c'est sans doute une rue commerçante. Et donc, cette idée aussi de palimpseste entre ville et campagne, que l'on peut tout simplement, enfin, du moins, sur lesquelles on peut faire des hypothèses, ne serait-ce qu'en regardant les plans. Alors, on a parlé aussi de regarder la parcelle en verticale. Et il est vrai qu'il y a une sorte de mécanique assez fascinante, de mathématiques, lorsqu'on compose à la fois
la question de la parcelle et du règlement. Donc la parcelle, ses formes, ses dimensions. On pourrait presque faire un algorithme si on rajoute les règles de gabarit enveloppe, voire de densité, la question des usages, des mœurs, des conventions, la question des catégories sociales à lesquelles le bâtiment est destiné, la capacité d'investissement de ceux qui construisent. On arrive à quoi? On arrive finalement à des modèles typologiques. Et c'est ça qui est assez fascinant. Dans mes cours, j'insiste beaucoup, par exemple, sur le standard de l'immeuble à cour, finalement, de l'Espagne jusqu'en Russie, et de la façon dont il se dérive, suivant aussi, comme je vous disais, les différents paramètres dont j'ai parlé dans cette période, finalement, de la ville dite bourgeoise. Alors, ce qui est aussi assez étonnant dans ce livre, enfin plus exactement ce qui apparaît, c'est finalement, en dehors de la matérialité de la parcelle, finalement comment elle est l'objet d'idéologie. On le savait sans le savoir vraiment, et notamment d'un clivage entre ceux qui considèrent la parcelle ou l'îlot. J'ai d'ailleurs été étonnée de voir dans les apports de mes collègues comme Laurent, qui a travaillé sur la ville des mots, sur les niveaux glossaires, que le thème parcellaire n'apparaissait pas. On parlait effectivement sur la ville des mots du terme de l'îlot avec ses différentes traductions, mais pas de la parcelle. Donc, il y a dans nos mentalités quelque chose peut-être là à réfléchir davantage. Alors, j'ai parlé là parfois de la survalorisation de la parcelle comme trace, dans une sorte d'esthétique pittoresque, un petit peu magique, mais aussi le cas de Berlin qui est absolument fascinant, du Berlin de la reconstruction, de la réunification, qui a fabriqué des parcellaires factices pour des questions idéologiques, c'est-à-dire sorte de restauration d'une continuité historique allemande, et donc de reprendre l'idée de la ville dite bourgeoise, la Bürgerstadt à l'allemande. Et ça, c'est quelque chose effectivement fascinant, parce qu'on va peut-être en parler avec David, mais il n'y a pas que le facteur économique ou la fameuse logique des acteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les acteurs portent, développent des valeurs auxquelles ils sont peut-être complètement aveugles. Donc, voilà. Alors, l'actualité contemporaine, ce livre qui vient de paraître fait écho à des petites conférences que j'ai faites récemment et des discussions en termes de recherche sur la question de la mutation, notamment des tissus urbains de périphérie, et qui passe déjà en fait par une stratégie sur le micro-foncier, avec les valeurs, cette fois-ci, qui sont contemporaines, qui sont celles de densifier sans étendre, le fameux ZAN, de désimperméabiliser et d'encourager les mobilités décarbonées. Là, dans les faits, il y a évidemment les négociations avec les collectivités locales, la question de qu'est-ce que c'est que l'intérêt commun, mais ça va être surtout, et c'est déjà surtout, question de convaincre des propriétaires, des petits propriétaires, trouver des formes aussi juridiques de copropriété ou de créer des communs, par exemple pour traverser des îlots pavillonnaires qui sont en boucle, restaurer des chemins de l'écolier où les enfants ne soient pas en danger, cultiver des haies vives et éventuellement par ces petits bouts de terrain régler éventuellement quelques problèmes hydrographiques. Donc finalement, l'enjeu actuel qui est de travailler sur ces tissus urbains de périphérie moins figés re-questionne de nouveau, de façon contemporaine, une sorte de trilogie entre l'art de l'architecte, l'art de l'économiste et l'art du juriste, pour trouver des nouvelles formes de découpage ou d'exploitation avec des formes de copropriété ou alors de règlement pour que les gens prennent soin de ces bouts de terrain. Voilà, alors du coup je passe la parole à mon collègue
économiste, mais pas que. Merci. Et qui a travaillé, il faut aussi le dire, dans des aires géographiques extrêmement différentes. Donc, il y a déjà toute une collection en fait. Diverses. Alors, je ne vais pas trop revenir sur ces expériences exotiques, mais là-dedans, d'abord, merci de m'avoir invité et puis de m'avoir fait lire ce livre. Parce que moi, j'ai été assez fasciné, en fait. Alors, je suis assez extérieur, je ne suis pas du tout historien, etc. Mais j'ai trouvé, de mon point de vue, qui est plutôt la question de l'économie politique appliquée à la ville, qu'il y avait une espèce d'unité, de grande cohérence un peu dans toutes les contributions. Ça m'a vraiment frappé sur la place et le rôle de la parcelle, malgré la diversité historique et géographique. Et on voit vraiment dans tout que la parcelle, c'est à la fois un intrant clé du développement urbain et une résultante. C'est à l'entrée et c'est à la sortie. Et ce qui est assez frappant, et d'ailleurs c'est souligné entre autres dans la postface, mais pas que finalement, tu en as parlé aussi, mais la parcelle, elle est souvent niée ou négligée par la pensée urbaine, on fait comme si ça n'existait pas, ou alors c'est pris comme un support morphologique, d'une certaine morphologie qui se mettrait dessus et qu'il faudrait balayer ou au contraire conserver, etc. Alors que vous prenez n'importe quel opérateur de la ville, que ce soit un aménageur, un promoteur, le premier truc qu'il va regarder sur un terrain, c'est quoi le parcellaire et ça appartient à qui. C'est vraiment des choses, des réflexes systématiques qui arrivent. Et alors, c'est peut-être lié, alors peut-être que cette espèce de négation comme ça de la parcelle est derrière de son propriétaire, d'une certaine manière, parce que c'est quand même très lié. C'est lié justement peut-être à la minimisation dans la pensée du rôle des acteurs privés ou de leur légitimité, de leur motivation, etc. Mais, alors là, je cite encore une fois Philippe Gresset qui cite Albert Lenoir en 1854, et je trouve que c'est une citation assez intéressante. Donc, vous dites que ça n'a pas trop été suivi justement des faits, mais à mon avis, il y a une richesse importante qui dit la formation et le développement des cités sont dus à une loi qui est la résultante de deux forces, intérêt public et intérêt privé. Aussi est-ce à ce double point de vue qu'il faut étudier la formation des villes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et on retrouve bien un peu cette logique. Et pour moi, de mon point de vue, et je trouve que ça apparaît de manière très forte dans ces contributions, le moteur principal du développement urbain et de l'évolution parcellaire, qui sont extrêmement liés, c'est très largement privé, en fait, beaucoup plus que public. La parcelle, et plutôt la propriété de la parcelle, en est vraiment le socle. Ce qui est intéressant de voir en fonction des exemples, c'est que ce dynamisme privé ou son absence peut être à la fois un support de permanence parcellaire ou un support d'évolution parcellaire. À Berlin, par exemple, finalement, c'est l'absence de dynamisme économique qui a fait que une certaine catégorie d'acteurs ont pu souhaiter et rétaper, etc., Kreuzberg et Prenzlauer Berg, de chaque côté du mur, finalement un peu en marge des politiques publiques et finalement reconnu parce que ça, pour tout un tas de raisons, à Prenzlauer Berg, ça permettait d'éviter de faire du logement social puisque on était dans les finances contraintes, si j'ai bien compris, etc. Et quand il y a eu l'économie est revenue à Berlin après la réunification, justement, ça a été un facteur, alors, avec quelques permanences pastiches, mais de modifications parcellaires importantes. Et inversement, par exemple, à Saint-Étienne, c'est l'absence du dynamisme qui permet la recomposition parcellaire. C'est parce qu'il n'y a pas de privé que le prix du foncier est suffisamment bas pour que les pouvoirs publics, même si c'est de manière limitée, puissent agir et justement restructurer le parcellaire, alors que dans des villes où il y a un fort dynamisme économique, on sait que la recomposition, par exemple à Paris, une recomposition urbaine, ça coûte tellement cher que ce n'est même pas envisagé. Et j'en profite pour citer un professeur présent qui explique dans un de ses cours que je trouve que c'est assez juste que la parcelle et sa propriété sont à la fois un moteur du développement des villes et un frein à son organisation. Et alors, voilà, la première chose, et je trouve que ça ressort très fortement, je ne sais pas si c'est l'objectif de pas mal de ces contributions, c'est le rôle majeur du privé, qui ont comme moteur, un peu comme tout le monde peut-être, l'optimisation de leurs intérêts, évidemment, tel qu'ils les perçoivent. On retrouve le fait qu'on n'est pas dans une rationalité économique, mais c'est mélangé avec des idéologies, des visions du monde, etc., en fonction du contexte.
Hein, et l'évolution urbaine et l'évolution parcellaire, elle devient possible quand finalement la valeur d'évolution, elle est supérieure à la valeur d'usage. C'est-à-dire le privé a intérêt à faire évoluer son bien. Et alors, dans ce contexte, il y a des aspects techniques, alors vous l'avez listé tout à l'heure, hein, des aspects de possibilités techniques, des aspects économiques et financiers, à la fois du côté de l'offre, est-ce qu'on a des acteurs qui sont susceptibles de financer, etc. Du côté de la demande, qu'est-ce que veulent les gens, qu'est-ce que veulent et quels moyens ils ont pour satisfaire. Le cadre réglementaire, bien entendu. Et là, on parle peut-être une petite chose, c'est que ce qui est autorisé et interdit, alors le cadre réglementaire, on pense tout de suite à, par exemple, la réglementation urbaine, bien entendu. Hein, est-ce qu'on a le droit de construire en hauteur, etc. À quelle hauteur, combien de mètres carrés, mais c'est énormément d'autres choses. C'est les questions de division en volume et de droit de copropriété, c'est-à-dire quels instruments on a pour la gestion derrière, comment on arrive à exploser, je dirais, la propriété à l'intérieur de la parcelle, la question du droit à la propriété et de ses limites, qui est aussi fondamentale pour savoir quel est l'intérêt du propriétaire privé et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ce qu'il a, les questions de remembrement, etc., les normes. Hein. Et donc, c'est un peu dans cette équation du contexte qu'intervient, et on le voit bien, je trouve, là, dans les diverses choses, de manière très polymorphe, l'action publique, hein, qui vient modifier alors à la fois le cadre réglementaire, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et puis l'équation économique, parce qu'en fait, quand on fait des investissements publics, quand on donne des subventions, quand on taxe ceci, quand on fait des exonérations fiscales comme la loi Pinel, par exemple, on a clairement une modification de l'équation économique qui fait que les acteurs privés vont produire à un endroit et pas à un autre, selon tel mode et pas d'autre. Voilà. Mais cette action publique est un peu le centre, me semble-t-il, de la pensée urbaine, en disant comment la ville devrait être et comment le public doit porter ça. Il me semble alors, elle a toujours théoriquement pour objectif l'intérêt public ou l'intérêt général, mais moi, j'ai toujours été un petit peu circonspect par rapport à ces concepts qui sont très variables et très polysémiques, parce que c'est à la fois subjectif et c'est à la fois contraint. C'est-à-dire que c'est subjectif parce que l'intérêt général, c'est très vaste, c'est très divers, et par exemple, le droit à la propriété sacrée et inviolable de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, ça peut être perçu comme de l'intérêt général. On dit que la propriété, c'est le fondement de la société, etc. Ça peut être perçu, à l'inverse, comme un frein à l'intérêt général, à un autre intérêt général qui serait l'organisation des villes selon un principe qui suivrait d'autres choses. Hein. La sauvegarde du patrimoine, le logement des classes populaires, les questions environnementales, toutes ces choses-là, c'est le développement économique, c'est des intérêts généraux qui vont éventuellement entrer en conflit les uns les autres. Ça évolue dans le temps, en fonction des idéologies. On le voit d'ailleurs entre le modernisme et le postmodernisme, on a des intérêts généraux qui se baladent pas mal. Et ça fait généralement totalement abstraction justement des acteurs privés et de la parcelle qui est leur terrain d'action. Donc en ce sens, c'est subjectif et c'est contraint parce que si on en fait abstraction dans la pensée, dans la réalité, ce n'est pas possible. Et donc, in fine, et ça, je trouve qu'il y a des exemples assez intéressants là. Par exemple, à Riga, où on est dans un pays socialiste, malgré tout, on va découper pour contourner les bâtiments parce que ça coûte trop cher à exproprier et on va phaser pour que les choses se passent. Donc, même dans un pays où on pourrait penser à une époque où vraiment l'intérêt général, au sens là aussi très, très discutable, mais néanmoins, l'État en tout cas et les rois par rapport aux propriétaires, on est sur des arrangements qui reprennent en compte ces questions-là. Et à Bruxelles, c'est un peu l'exemple un peu caricatural, je trouve, où on a un architecte qui arrive avec toutes ses pensées sur ce qui devrait être bien fait, comment ça devrait être fait, qui propose une explosion de mètres carrés à construire dans un marché qui est plutôt atone, avec tout un tas d'impacts entre deux collectivités dont l'une supporte ce projet et l'autre dit que pour l'intérêt général, il faut moins construire, ça va donner tout un tas de problèmes de congestion de ce type, de cela, avec des acteurs privés qui finalement font ce qu'ils ont à faire dans le contexte selon leurs intérêts, et on a quelque chose qui n'a aucune valeur opérationnelle. Donc c'est une bonne démonstration, je trouve, à la fois de la subjectivité et de la contrainte de l'action publique dans ce cadre-là. Et
Et à l'inverse, à Saint-Étienne, justement, c'est l'absence d'intérêt privé finalement qui rend possible toute cette restructuration de cœur d'îlot et l'espace public, parce que ça ne coûte plus rien et que donc ça devient possible. Voilà. Et dans tous les cas, l'action publique, généralement, prend très peu en compte les aspects de gestion, c'est-à-dire comment derrière, une fois qu'on a fait, les choses vont fonctionner, qui va s'occuper de quoi, etc., et de mutabilité. C'est-à-dire, ça, l'intérêt privé ne prend pas forcément en compte dans les macro-lots et des choses comme ça. Il y a d'énormes questions qu'a posé Jacques Lucan qui se posent aussi, qui sont d'ailleurs également reprises. Et donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que par rapport à cette question de la parcelle, par rapport à la question des architectes et par rapport à la question de la recherche, et il me semble qu'il y a un enjeu majeur et que la parcelle fait partie d'un ensemble d'éléments qui, me semble-t-il, sont un enjeu majeur à la fois professionnellement, de manière presque corporatiste pour les architectes, et en termes de recherche pour alimenter justement ces modalités d'action. Parce qu'on est dans un processus où il s'agit d'adapter en continu la ville, et bientôt quasiment uniquement la ville constituée, en Occident en tout cas, avec les ZAN, etc. On est de plus en plus sur... parce que c'est beaucoup plus facile de faire du remembrement parcellaire, etc., quand on est sur les champs de patates, bien entendu. Mais là, ça va être de moins en moins, ça se fait encore, mais c'est quand même de moins en moins à la mode. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un champ important d'aborder la complexité, justement, de cette réalité. Donc, cette complexité, ça veut dire de manière nécessairement située, parce que la complexité, elle n'est jamais la même selon les endroits et selon les époques. C'est toujours des acteurs différents, des intérêts différents, des parcellaires différents, avec des contextes différents, juridiques, etc., etc., dans une perspective d'évolution, donc dans une perspective de projet. Et évidemment, en mobilisant tout le cadre théorique ou culturel, toute la culture architecturale et autres, le bagage architectural et culturel qu'on peut avoir, mais toujours en étant prêt à le remettre en question, c'est-à-dire éviter le générique, en disant, voilà, Paris, il faut faire des îlots ouverts partout, par exemple, parce que c'est ça qu'il faut, c'est la forme idéale, ou ce genre de choses. Et il me semble, j'essaie d'être un petit peu provocateur, pas beaucoup, et il me semble que c'est dans ce croisement, justement, et la parcelle et son propriétaire et sa propriété et leurs intérêts, je pense qu'on est vraiment dans un élément majeur de cet ingrédient de complexité. Et je trouve qu'on le voit bien en plus aux différentes époques, dès le Moyen-Âge, le fait que c'est de l'intérêt privé qui guide, qu'il y a des idéologies urbaines publiques qui vont dialoguer finalement de gré ou de force avec ces choses-là, qui est à la fois un champ d'action majeur, je pense, pour les architectes, ou à la fois dans l'explicitation de cette complexité et donc en utilisant des outils de représentation et le travail pour faire de la conception, mais comme avec des outils au service finalement d'un collectif, pour peu que les architectes s'intéressent à ces questions-là, ce qui n'est pas toujours gagné. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à la fois sociétal et à la fois corporatiste sur ce positionnement, et que à l'intérieur de ça, la recherche dans ce qu'elle illustre, dans ce qu'elle met en lumière comme exemple ailleurs de comment ça se fait, mais si elle s'intéresse à ces processus, justement, pas forcément uniquement aux résultats ou aux aspects formels, même si évidemment les aspects formels font partie, a un rôle, me semble-t-il, dans d'autres pays, dans d'autres lieux, dans d'autres temps, ou proches de chez nous, important, de documentation justement de la manière dont ça se fait, de la manière dont ça peut se faire, de la manière dont ça pourrait se faire, et à quelles conditions, qu'est-ce que ça signifierait, quels avantages et quels inconvénients, en essayant, même si on ne peut jamais se détacher de l'idéologie, tout le monde est orienté par sa vision du monde personnel, en essayant justement de prendre un peu de champ par rapport au fait par exemple, tu disais, aujourd'hui on sait qu'il faut densifier sans s'étendre. En fait, on pourrait prendre les choses différemment et dire, ouais, mais peut-être que densifier, c'est d'abord, on en a un petit peu parlé hier, c'est d'abord réfléchir sur les usages de l'existant. Peut-être qu'il faut juste limiter au maximum la construction en général et réfléchir sur comment différemment on pourrait utiliser peut-être des biens bâtis qui parfois sont sous-utilisés ou en termes temporels, etc. Donc, il y a différentes manières de voir les choses, je dirais, par exemple. C'est juste
une illustration. Et il me semble qu'il y a un avantage, un champ gigantesque, y compris très opérationnel, là pour le coup, hein, je parle de l'action publique en fait. Dans cette articulation, alors je ne sais pas, Monsieur Gressé, si c'était ça que vous vouliez dire quand vous parlez de complémentarité entre le projet urbain et la planification urbaine. À un moment, vous avez ça m'a évoqué quelque chose, parce qu'on sait que dans les collectivités locales en France, la planification urbaine et l'urbanisme opérationnel, c'est deux mondes qui ne se parlent pas, jamais. Et ça rejoint exactement ce propos-là, c'est-à-dire on a la pensée urbaine sur le dessin de la ville telle qu'elle devrait être, et puis après on est dans les mains dans le cambouis, dans quelque chose où finalement on est un peu tiré par les vents, on va dire, économiques, et qu'il y a cette question de cette complémentarité. Là, il me semble que les architectes pourraient vraiment faire partie de ceux et les urbanistes à l'articulation de tout ça, et que dans en plus le contexte environnemental, etc., qu'on connaît, il y a énormément de potentiel de créativité, y compris, t'en parlais un peu, dans la réflexion sur à la fois les potentiels, mais aussi les conditions de la dissociation ou de l'articulation, de la dissociation à l'intérieur de la parcelle ou de l'articulation entre différentes parcelles, de la propriété, de l'usage, de la gestion, de l'investissement, de la maintenance, de la responsabilité juridique, etc., par des contrats, par des choses. Donc, il y a énormément de manières, je pense, d'essayer d'optimiser, mais ça veut dire qu'on arrive avec une pensée complexe et on essaie de comprendre sans juger. C'est quelque chose que j'aime bien répéter dans mes cours. Comme disait, c'est un auteur que je cite en paraphrasant Armand Nouvet d'ailleurs, qui aime bien dire, c'est Ray Venturi sur Las Vegas, qui est de surseoir à tout jugement, regarder les choses telles qu'elles sont, essayer de ne pas le juger. Voilà. Et donc, il me semble que cette question-là, cette question complexe, et finalement la parcelle et sa propriété, son propriétaire et tout ce que ça embarque, c'est un peu un exemple, un élément majeur à la fois de l'importance de cette complexité et de la manière dont les architectes et les urbanistes s'en sont tenus plutôt éloignés. Ça serait très important. Donc, voilà, il me semble que c'est un champ à la fois de recherche pour alimenter les architectes, d'action des architectes et d'action publique, in fine, puisque au service d'une action publique, au service d'un développement urbain, évolution urbaine, je ne sais pas si on peut encore parler de développement de nos jours, mais d'une évolution urbaine un peu plus, je ne sais pas si on peut parler d'harmonie non plus, mais apaisée, voilà, je ne sais pas. Donc, en fait, c'était un peu ça le propos, finalement, c'était peut-être d'introduire, c'est effectivement, qu'est-ce que ça va avoir avec cette affaire-là, avec les architectes. Et moi, c'est un peu l'élément de réponse que j'en ai tiré. Voilà. Alors, moi, je n'oserais jamais dire ce que ça peut apporter ou ne pas apporter aux architectes, je n'oserais pas le faire. En revanche, pour aller dans votre sens, je voudrais insister sur les premiers articles du volume qui parlent en fait de parcelles dans des contextes de propriété qui ne sont pas du tout ceux de la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, il y avait un article, malheureusement nous ne l'avons pas eu, d'un médiéviste qui est spécialiste de l'histoire de Paris, ce qui est très rare en fait, en histoire médiévale, spécialiste du XIIIe siècle. Et il expliquait que les maisons sont construites à cheval sur plusieurs parcelles, quelquefois plusieurs seigneuries, quelquefois Paris et pas Paris. Enfin, donc, dans une espèce de contrainte évidente, puisque ça veut dire à chaque fois qu'il faut que le gars qui habite dans la maison, il paye à des gens différents pour avoir le droit de construire cette maison. Mais à la limite, l'identité entre la parcelle et la propriété, là, en fait, elle est connue, mais elle n'est pas restrictive. Et puis, il y a un article dans le volume qui me paraît très intéressant sur les biens de main morte. Les biens de main morte, c'est les biens qui appartiennent aux ordres religieux, qui sont donc par définition inaliénables, puisqu'on ne peut pas aliéner un bien qui appartient à l'Église. Et l'auteur de l'article montre qu'il y a des rues entières de Paris, et en particulier dans le 7e arrondissement, qui sont totalement loties avec les hôtels, entrecours et jardins par des ordres religieux, donc qui veulent évidemment avoir un revenu pour pouvoir continuer à fonctionner.
mais qui en fait ont une action essentielle, hein, et en particulier le Faubourg Saint-Germain, il présente une grande partie, la rue du Regard par exemple, et tout ça, et montre bien que c'est des ordres religieux locaux qui, à leur marge, sont arrivés à constituer et à construire en fait véritablement des quartiers entiers pour pouvoir, alors en dehors de toute signification à la revente. Et le même auteur montre combien on peut subdiviser ces éléments, et lui, il attaque cette subdivision par les façades. Donc, il estime que ce sont les boutiques, ce sont les porches, ce sont les entrées qui arrivent à déterminer quelque chose qui ressemblerait à un bien individuel, et ce qui confirme, mais un peu rapidement dans l'article, je veux dire, au moment de la Révolution. Quand les révolutionnaires ont récupéré les biens de ces ordres religieux, ils ont repris les boutiques, les entrées, en estimant que ça correspondait bien à des propriétés spécifiques. Voilà. Et le troisième cas, alors ça c'est plus étrange, il faut dire d'ailleurs, nous avons eu une contestation de la part de l'expert de la maison d'édition, donc Les Purs, à propos de cet article, c'est le Moulon à Toulouse. Parce que le Moulon, c'est au départ un tas de pierres. Donc en fait, c'est la maison plus le terrain qui est en dessous. C'est même l'ensemble du quartier plus les constructions qui sont dessus, mais c'est aussi la communauté des habitants. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il montre que cette structure très étrange, qui s'appelle en fait la dizaine, va se prolonger jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc elle va se prolonger avec l'existence, malgré tout, de formes plus modernes de la propriété. Donc voilà, donc là, c'est vrai que l'initiative privée, là en l'occurrence, est confirmée sous un autre aspect strictement que la propriété. Oui, tout à fait. On voit bien les ordres religieux, pour moi, ça rentre dans le champ de l'initiative privée et de maximisation de leurs intérêts dans un cadre, dans un contexte qui est celui de… Et en même temps, ça permet de faire réfléchir sur comment le contexte aujourd'hui pourrait évoluer et comment ces nouvelles formes permettraient de générer de nouveaux usages, de nouvelles manières, effectivement, d'optimiser. Alors, optimiser, c'est un mot très polysémique là aussi, mais l'usage de la ville. Alors, enfin, bon, moi, je remarque, hein, depuis qu'on parle de cette rencontre avec David, qu'on n'a pas forcément les mêmes mots, mais finalement, on croise les mêmes choses. Hein, intrant, résultante, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise comme architecte, mais c'est là. Et puis, enfin, disons, dans la culture architecturale un peu classique, enfin, qui est la mienne, qui est celle de Belleville, il y a toujours cette idée de la règle et le modèle. Donc, effectivement, tu disais qu'il ne faut pas utiliser les résultats du passé pour les reproduire. Mais moi, je reste quand même persuadée que c'est une forme de gymnastique. C'est-à-dire, effectivement, le fait de connaître des situations différentes, comment elles ont émergé dans le passé, ça nous permet d'avoir une meilleure souplesse pour imaginer pour des transformations actuelles, encore une fois, sur ces tissus qui ne sont pas complètement saturés, mais qui sont l'enjeu très important. Et le rôle d'une école d'architecture, justement, parce qu'on a un peu de liberté, puis on peut se tromper, c'est ça aussi, c'est de faire des sortes de laboratoires, en fait, de faire des exercices, de faire des exercices un petit peu théoriques, dans le sens pas forcément opératoire directement, mais tu vois, voir ce qui… Il me semble que ce que tu dis sur la manipulation, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir dit qu'il ne faut pas reproduire le passé, etc. Je ne sais pas si il ne faut pas, mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et de manipuler pour voir ce que ça devient. Et ça, il me semble, enfin, pour intervenir beaucoup dans les studios de projet, je trouve qu'il y a une richesse et un potentiel énorme pour justement entraîner les étudiants, peut-être les enseignants aussi d'ailleurs, en tout cas moi, à justement manipuler tout un tas d'éléments qui viennent de notre champ de base, mais aussi des autres champs, de les articuler ensemble et dans une perspective dynamique. Et cette question-là,
Alors, moins dans une perspective dynamique, mais il me semble qu'il y a une vraie articulation avec la recherche, dans le sens qu'il y a vraiment des sources d'inspiration importantes à avoir, mais toujours en sachant que c'est des sources d'inspiration, il faut les laisser à leur place, c'est-à-dire pas les ériger en dogme, parce que là, ça bascule dans l'idéologie et du coup, ça perd toute opérationnalité, mais il y a un champ important, parce que ce que vous disiez sur les différents modèles, comment ça se passait avant, etc., on est sur des questions de séparation de la propriété, de l'usage, qui investit, qui gère, etc. On retrouve des débats qui sont très modernes, enfin très contemporains, je dirais même, plutôt que modernes. Et on voit qu'on a tout un tas de réflexions, de manières dont ça se passait avant, qui pourraient informer à partir du moment où on ne cherche pas à les répliquer. C'est peut-être des questions qui viennent du public, qui nous permettraient de rebondir, parce que Philippe a des choses à préciser à l'égard de ce qu'on vient d'évoquer, puisque Philippe Basset a fait la post-face du... Oui. Non, toujours à propos de l'idéologie, 2 anecdotes. Jean-Louis Cohen, moderniste convaincu, fait un cours au Collège de France sur la morphologie urbaine, ne cite pas le mot parcellaire ni celui de parcelle. Et mon ami Michelini, avec lequel nous avons travaillé dans ces lieux des années dans le cadre du CA maintenu, du CA maintenu, et puis moi dans le cadre du Michelini à la pure avait fait, parce que donc le discours c'était Paris ne bouge pas, alors on citait toujours les conneries avec des publicités du genre les logements les plus chers du monde. Bon, donc il avait passé en rose toutes les parcelles qui avaient été modifiées à Paris. La pure lui a interdit de divulguer ce plan. Tous les arrondissements à 2 chiffres étaient entièrement roses. Voilà. Donc c'est juste à propos de l'idéologie. L'idéologie, elle est là. Toujours là. Et elle se porte bien. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Donc c'était en rose parce que ça n'avait pas changé? Non, ça avait changé. Parce que ça avait changé. Et donc la pure ne voulait pas qu'on sache que Paris change. Il voulait qu'on considère donc que Paris est une ville. On voit bien la dissociation entre la volonté et finalement la réalité des choses. Oui. Et donc Paris, entre 1950 et puis il avait fait ce plan, je ne sais plus, à la fin du siècle, je vous l'ai dit, tout avait changé. Sauf les arrondissements durs. Donc les arrondissements à un chiffre. Parce qu'effectivement, dans le 7e arrondissement, ça ne bouge pas beaucoup. Et c'est là aussi où, économiquement, les choses sont un peu différentes. Cela dit, Haussmann avait bien compris le problème, hein, parce qu'en réalité, il a exproprié entre deux façades de rue. Il a exproprié dans le fond des parcelles, ça lui coûte trop cher. Donc il avait bien compris de quoi il s'agissait. Absolument. Merci pour les présentations. Dans votre intervention et selon l'expérience professionnelle, il me semble que dans le processus de planification urbaine, on a utilisé le découpage parcellaire comme un outil pour avoir un contrôle de qualité de la vie urbaine pour les habitants. Mais après, c'est le cas quand le contrôle des institutions publiques, ça marche bien. Donc, en fait, on peut dire que c'est l'organisation urbaine, ça marche bien. Et moi, j'étais contente d'entendre Corinne qui parle aussi, il y a plein de villes qui a plein d'implantations informelles. Et du coup, je me pose la question, est-ce que dans ce livre-là, vous avez déjà un cas sur comment, en fait, une ville qui a plein
installations informelles. Comment on peut observer tu vois, ces projets parcellaires dans les villes? Et aussi, ça c'est la première question, est-ce que vous avez déjà eu ce cadre d'étude? Et la deuxième question, j'aimerais bien avoir un peu l'avis de David, comme tu as peut-être un peu d'expérience à l'étranger, qui a des villes qui a... Moi, en fait, quand on parlait de ce sujet de parcellaire, moi, j'avais sauté sur la dernière image que j'ai vue sur Haïti, la ville de Port-au-Prince. En fait, c'est un peu la procédure l'inverse de ce qu'on a tout étudié en fait dans le monde occidental. On a dit qu'il faut prendre un papier, on fait déjà découpage de territoire et après on implantait des services publics pour bien améliorer ou bien pour les habitants qui sont bien installés. Mais dans le cas en réel, qu'on rentrait dans les villes comme ça, ils sont déjà tous les habitants. Comment dire, tous les habitats qui est déjà plantés par les habitants. Donc, en fait, dans ce cas-là, ces outils de découpage parcellaire, comment on utilisait ces outils pour améliorer les cadres de vie des habitants? Est-ce que ma question était claire? Oui, enfin, si je dois réagir en premier, c'est pas c'est un processus qu'on appelle l'urbanisme informel, quand il y a beaucoup de discussions là-dessus, parce qu'il y a des situations où il y a en fait une organisation. Alors, est-ce qu'elle est. Moi, je suis toujours fascinée de voir dans les quelques cartographies qu'il y a eu des bidonvilles autour de Paris. Et à la limite, sans savoir où c'est, on peut regarder et dire ah tiens, ça c'était des Maghrébins, ça c'était des Espagnols, et ça c'était des Portugais. Et c'est absolument fascinant, c'est-à-dire qu'on retrouve des formes de parcellarisation, enfin, avec des intermédiaires qui étaient là. Et on retrouve la façon de la médina, c'est-à-dire avec des situations où on passe à l'espace public vers quelque chose de plus en plus privé, en arbre, puis ça s'arrête. Et alors chez les Espagnols, c'est crap, c'est quasiment le fait. Et donc, il y a un aspect anthropologique aussi qui moi me fascine, et je n'ai pas plus de réponses là-dessus. Et puis, tu parles aussi de quand la puissance publique est organisée. Il y a aussi l'exemple, la comparaison entre les modes de colonisation française ou japonaise en Extrême-Orient. Donc, les Japonais ont des grandes trames qui correspondent plus. Ils organisent aussi la question de l'eau là-dessus. Puis après, ça se redécoupe. Puis en général, on a des avenues où ça se densifie en hauteur très fort. Et puis, dès qu'on est à l'intérieur des îlots, alors là aussi, l'espace public, l'espace privé, il n'est pas le même, disons, mentalement, que dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire, on est dans le plus en plus intime, même si c'est quand même la grille, disons, chez les Japonais, enfin, pour faire. Et dans les villes colonisées par les Français, il y a eu un surdescente, enfin, moi je pense, en tout cas dans les années 30, donc une grande extension, et ce qui fait que une fois que la puissance française est partie, c'est devenu déjà. Et donc il y a toute une variété, mais fascinante. Hein. On pensait à ces étudiants de Mongolie qui travaillaient sur les quartiers bio. Les îlots, ils ont été parcellarisés par l'État pour accueillir les gens. C'était plus ou moins des îlots en rond avec des parcelles de 400 mètres carrés. Ce qui n'empêche que c'est du précaire et qu'il n'y a pas les raisons. Donc, c'est une infinie variété. Et je pense que tu dois aussi avoir toutes sortes de collections. C'est peut-être la question de la cartographie, c'est-à-dire à partir du moment où on a quelque chose qui s'est fait dans le temps, il y a différentes façons de faire, le temps de visualiser, il faut cartographier, il faut faire ça, non? Alors oui. Non, mais je voulais juste répondre. Allez-y. Non, ça, c'est sûr qu'il y a une très grande diversité en fait quand on parle de bidonville. Si on prend le bidonville un peu classique, alors on peut avoir du droit coutumier en Afrique par exemple. Déjà souvent c'est organisé d'une manière ou d'une autre. C'est la première chose. Le bidonville, c'est une partie de la ville intégrante.
c'est organisé, ça fait partie du marché immobilier, à l'achat comme à la location, tout le temps et partout. C'est une première chose. Ce n'est pas de la sous-vie, c'est de la vie. En fait. Et c'est organisé, alors pas forcément par les pouvoirs publics, et donc selon des logiques qui sont propres, qui mélangent des logiques économiques, des logiques culturelles, avec, ça peut être communautaire ou ça peut être des intérêts plus privés, plus ou moins mafieux, etc. Enfin, il y a différentes manières de faire, on va dire. Mais donc, il y a une rationalité. C'est ça. Alors, qui n'est pas la rationalité normative de la ville formelle, mais qui est une rationalité qui permet de loger de manière massive des gens que les pouvoirs publics sont incapables de loger par ailleurs. C'est quand même ça, la logique. Et parce que vous parlez de bidonville, mais qu'on parle des extensions pavillonnaires en France, à Pétaouchnok, etc., on est quand même dans des choses qui ne sont pas si finalement éloignées de ça, avec justement une distance des services publics, une distance du travail, etc. Donc, je ne ferai pas une distinction si forte entre les pays en développement et les pays soi-disant développés. Voilà, je pense qu'il y a quand même à voir partout. Après, il y a différents modes d'intervention publique de ce qu'on appelle la réparation, mais cette réparation, j'attire quand même votre attention qu'on part, quand vous dites les pouvoirs publics, ils organisent, parcellisent, etc., vous partez d'une vision qui est une idéologie très forte de la ville telle qu'elle devrait être, en disant ça c'est de la bonne ville, ça c'est pas de la bonne ville. Il faut que vous soyez conscient que c'est votre opinion. Ça c'est une chose. Parce que quand Haussmann, il fait tout son, il fait ce qu'il a fait, que tout le monde connaît, surtout ici, il vire tous les pauvres de Paris et qui vont se réveiller. Enfin, il en vient de partir. Alors ça, Madame Bourillon, on sait largement. Pardon, alors je viens de faire une et alors les gens qui sont expédiés du boulevard Sébastopol, ils vont à 300 mètres à l'intérieur des sessions. D'accord. En tout cas, ça, c'est un discours idéologique. Discours idéologique. La droite qui dit qu'Haussmann rase les cathédrales gothiques, enfin les églises gothiques, et la gauche qui dit qu'il envoie les ouvriers à 30 km/h. Non, ça c'est les gaullistes en 60, les gaullistes en 60 qui font ça dans le quartier. Alors, je vais prendre un exemple que je maîtrise un peu plus. Désolé. C'est la restructuration, mais qui s'inspire de Haussmann. Ça, c'est la restructuration urbaine du centre-ville de Rio de Janeiro, où justement on a alors vous avez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, où en gros on a une situation au début du XXe siècle où les classes populaires sont logées dans ce qu'on appelle les cortisos, qui sont des genres de garnis, d'hôtels meublés gigantesques. Hein. Les gros cortisos, ils font jusqu'à 4000 logements. C'est des logements à 8 pièces en général, avec tout en collectif au milieu. Et il y a donc des incendies. On fait venir un Français qui s'appelle Alfred Agache, faire un plan de rénovation, et on décide qu'on va éliminer le problème en rasant les cortisos. Sauf que les gens qui étaient dedans, évidemment, ils n'ont pas disparu. Et ça fait partie de la naissance, justement, comme par hasard, des premières favelas, c'est-à-dire des premiers bidonvilles où les gens qui sont partis des cortisos, il a fallu qu'ils se relogent et qui se sont relogés, ou ça, dans les endroits qui n'étaient pas constructibles. Donc en fait, la production de la ville formelle, selon des standards de l'époque, voilà, très, très inspirés de Haussmann du XIXe siècle, voilà, a généré finalement cette bidonvillisation. En tout cas, a initié cette bidonvillisation qui s'est ensuite, encore une fois, accélérée et amplifiée du fait justement qu'il n'y avait pas de politique publique en capacité d'absorber les classes populaires qui venaient chercher du travail en ville. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique ni au Brésil, ni même aux pays en développement. On a eu un peu cette question-là et essayer de la régler chacun à sa manière. Après, une fois que les bidonvilles sont là, il y a diverses manières d'intervenir. Effectivement, soit on fait de la manière bulldozer, où là on remet les gens dans des zones grillagées, enfin en grille, justement, on a des parcelles, alors, comme tu disais, éventuellement pas assainies, pas reliées, etc. Il y a l'intervention plus en urbanisation, on va essayer d'exproprier. Alors, exproprier, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, indemniser le minimum de gens et essayer de mettre un minimum de voirie, etc. Enfin, il y a tout un panel de choses. Et effectivement, la régularisation foncière, qui est quelque chose qui est toujours très, très compliqué,
hein, qui en général et qui est soutenu, y compris par tout un tas d'idéologues humanistes, Fernando Soto, qui explique que c'est la base du capitalisme populaire, c'est-à-dire que c'est la base à partir de la propriété qu'on peut emprunter pour faire son entreprise, etc., etc. Donc voilà, il y a différentes manières d'intervenir, mais juste j'attire votre attention. Alors moi-même, ayant une attitude idéologique, je suis peut-être mal placé pour parler, mais sur toujours penser, ce que je n'ai pas fait là, essayer de réfléchir sur les postulats idéologiques, de la manière dont on voit les choses. Juste une parenthèse, à propos d'idéologie, dans cette école, donc, nous enseignions parce que donc j'étais à cheval sur 2 écoles, donc j'ai été vis-à-vis du ministère le bon exemple, et puis quand le ministère a changé d'opinion, j'ai été le pire exemple, par exemple. On enseignait donc que la voirie était permanente, que la parcelle était persistante et que le domaine bâti était malléable. Mais on savait très bien qu'en Turquie, alors surtout Pinon, qui avec Boris allait en Turquie tous les ans, que dans les G52, les gens construisaient leur bicoque comme ils pouvaient, en fonction d'un rapport lié essentiellement à la religion. Ils se faisaient un petit machin, une délimitation parcellaire sans employer le nom autour de leur maison, et puis pour planter leurs poireaux, et puis ensuite la ville passait, et avec des réseaux d'eau, voire d'électricité, etc. Et donc c'était exactement le désordre, dans l'ordre exactement inverse de ce qu'on enseignait avec enfin, c'était une imposture de plus, mais avec une certitude totale. Mais on n'ignorait pas que dans les faits, ça se passait, ça pouvait se passer très bien dans l'ordre inverse, mais en tout cas, l'intermédiaire entre le bâti et la voirie, il y avait un intermédiaire. Tandis qu'au XXe siècle, l'idéologie a tout séparé. Il y a la voirie d'un côté, le bâti d'un autre, et puis chez Le Corbusier, le parcellaire disparaît totalement. Alors chez lui, ce n'était pas parce que le sol était municipalisé, hein. C'est parce que c'était un idéologue des premières années. Merci. Oui, Clément. Peut-être une petite réaction sur la question de la disparition. Ça, c'est une expérience personnelle, mais probablement certains d'entre vous ont dit. Sur la question de la disparition. Ah, j'enlève. Cas contact de cas contact. Je pense qu'il n'y a pas de grand risque. Lorsque j'avais travaillé sur un grand ensemble, c'était très spectaculaire. De toute façon, évidemment, ça. À quel point le grand ensemble était construit sur un ancien parcellaire qui avait perduré, en fait, et une énorme fragmentation du foncier, et que ça n'avait été possible, que le fonctionnement qui continuait n'avait été possible que parce qu'il y avait un empilement au niveau politique qui faisait que les différentes propriétés publiques, par exemple, étaient jointes, mal reliées, etc., mais ça ne posait pas de problème parce que les différents acteurs étaient alignés politiquement. Et je me rappelle quand on avait proposé de faire une cartographie du foncier, on nous a dit oh non, non, surtout pas, ça ne sert à rien de faire une cartographie du foncier, parce que de toute façon, tout ça marche bien ensemble, etc. Manque de peau, la mairie a changé qui avait été longtemps une mairie socialiste, a changé de couleur politique peu après, et les problèmes ont commencé à apparaître. Et disons que sur le fait de la négation du parcellaire, on voit vraiment dans cette période, et même lorsqu'on avait étudié, lorsque le comité d'histoire avait fait sa journée d'études sur la LOF et sur la loi d'orientation foncière, on était revenu à l'origine de la loi d'orientation foncière, on voit bien qu'il y avait la hiérarchie entre le schéma directeur d'un côté et l'organisation opérationnelle des actes d'un côté, et le schéma directeur en haut donnait
les zones d'aménagement concerté d'un côté et les postes de l'autre, on voit bien que tout ce qui était foncier était rabattu du côté des postes, le contrôle du foncier, etc. Et ça, c'est tout à fait à notre régime. Et que donc, cette négation est très visible. Mais ce que je me pose plus largement comme question, c'est pour revenir sur ce débat entre ville formelle et ville informelle. Pour moi, la question de la ville formelle et de la ville informelle, c'est une question purement d'urbanisme. Et c'est même l'urbanisme qui, pour moi, ce que j'en comprends, a construit cette différence entre ville informelle et ville formelle. Et on voit bien à quel point l'argumentaire pour la constitution des PAE, des plans d'aménagement, d'ambition et d'extension, a besoin de désigner ce qui est la mauvaise urbanisation, on rejoint ce qui a été dit, la mauvaise urbanisation pour dire que la bonne urbanisation, c'est ça. Et de tracer une ligne, une forme de grand partage, en fait. Tracer une ligne entre ce qui est la mauvaise urbanisation, alors à faire des lotissements défectueux, évidemment, pour dire, ben non, il faut faire comme ça. Mais cette ligne, elle est très, très trouble quand on voit ce qui est fait pour les cités-jardins en Angleterre, au moment des premières expérimentations de cités-jardins. Ce qui est produit, c'est très proche de ce qui est produit dans des banlieues qui sont considérées comme étant de l'étalement urbain, etc. Donc tout ça est assez artificiel. Pour rebondir sur cette question de ville informelle, ville formelle, je crois qu'on a beaucoup à remettre en cause cette idée d'informalité. Enfin, ça, c'est l'informalité. Et il y a en miroir une formalité. Ça, c'est une vision très, très, très 20e siècle occidental, ancrée dans des problématiques spécifiques, etc. Et je pense, alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, Charlotte Borges, de son travail sur la question de l'informalité, parce que c'est vraiment un enjeu, me semble-t-il, crucial, et ça rejoint les questions de production de parcellaires, etc. Alors, pour en revenir au livre, on n'a pas de chapitre sur le sujet, en partie d'ailleurs, parce que c'est un peu un débat entre nous, puisque ma position un peu disruptiviste, c'est que oui, la distinction entre formel et informel, je ne voyais pas l'intérêt que ça pouvait relever, dans la mesure où j'avais en plus, j'ai donné un des travaux de master sur la ville de Champigny, que vous connaissez bien, parce que j'étais à côté. Et en fait, à Champigny, la zone qui était celle de l'immense bidonville, qui était le plus grand bidonville de la région parisienne, qui est un bidonville portugais, en fait, les gens étaient propriétaires de leur sol. Donc, en fait, quand les baraques ont été détruites, ils ont construit des maisons. Donc, en fait, ils sont installés là. Et ce phénomène, Charlotte Borges l'a totalement vérifié dans la banlieue de Madrid, où elle montre vraiment que oui, c'était légalement en dehors de la ville formelle, mais de toute façon, la ville dite formelle, elle a été obligée d'attraper tout ça, sinon ça pouvait continuer encore pendant très longtemps. Donc, ces distinctions, elles sont toutes. Peut-être ce que tu évoquais sur le fait qu'il y a un aspect idéologique derrière, je ne sais pas. On a tendance à mettre une égalité entre idéologie et tricherie, il me semble. Tu disais, c'est plutôt la question d'exposer ces construits-là. Dans notre culture, il y a aussi un autre coup qu'on associe à la vie formelle, c'est l'idée de figure urbaine. Et en fait, ce qui m'interroge, c'est qu'une bonne part des lotissements de mal lotis qui étaient dénoncés dans les années 30, en fait, quand on regarde, il y a de très belles figures avec des murs composés. Alors, mais c'est encore autre chose. Et puis, dans le pavillonnaire contemporain, il y a des figures de micro-lotissements qui sont très jolies. Je pense à une ville à côté de Clermont, qui a regardé Clermont, qui s'est développée en moins de 20 ans. On a les petits micro-lotissements en forme d'étoile, en forme d'escargot. Alors, tout ça est accolé. C'est assez joli à voir. Donc, c'est aussi ça que je pense que du point de vue de l'architecture, on se réapproprie pour voir
Soit ici ou pas. Conclure. André, tu veux conclure? Surtout pas. Si ce n'est en remerciant le pouvoir de sa patience et de sa clairvoyance, on a eu 3 questions. Est-ce que d'autres interventions seraient souhaitées? Non? Écoutez, je vous remercie infiniment.